Et c'est parti. Système 1, système 2. On Oui, l'avait effectivement, promis la tu semaine rentres comme ça, dernière. voilà, dans le vif du sujet, On l'avait promis la semaine directement, dernière, on le fait. on le fait. Oui, système 1, système 2, c'est un élément très important qui est malheureusement très peu connu à mon sens. Et même Daniel Kahneman, qui est à l'origine de ces travaux-là, est très peu connu. Et encore moins son acolyte, dont le nom m'échappe complètement. Amos Tversky. Bien joué. Du coup, qui est co-auteur sur le livre Système 1, Système 2 ou Thinking Fast and Slow en anglais. En Ouais. fait, c'est vraiment un sujet crucial, je pense, aujourd'hui, notamment quand on est papapreneur, de comprendre tout simplement le fait que le cerveau humain possède deux modes de pensée. Un système 1, un système 2. Avec un système 1 qui est la pensée dite rapide, et un système 2 qui est la pensée dite plutôt lente, plutôt réflexive, plutôt avec du recul. Pourquoi c'est important d'avoir ça à l'esprit? Parce que le cerveau humain, je le répète très souvent en podcast, toi aussi Quentin, il est câblé pour la survie. Et en fait, Mm. quel est le premier levier de survie? C'est l'économie d'énergie. Parce qu'au niveau préhistorique, avec de l'énergie, on pouvait soit se battre, soit fuir, ou éventuellement faire freeze. Donc ne plus rien faire pour fuir dès que l'ennemi, du coup, détourne son attention. Et sans énergie, du coup, ces trois comportements de survie primaires sont inaccessibles. Parce que va fuir sans énergie, va combattre sans énergie, tu ne peux pas. Et tout ça pour dire que le cerveau humain est câblé pour fonctionner en mode économie d'énergie au quotidien. Ce qui induit au niveau de la pensée le fait que le cerveau va constamment être en système 1, donc en pensée rapide. Et malheureusement, autant ce mode est très pratique au quotidien, mais autant dès qu'un problème un peu trop complexe arrive, on peut avoir tendance du coup à simplifier sa réponse par économie d'énergie et à le faire de façon complètement inconsciente. Et la résultante la plus connue de ça, ce sont les biais cognitifs. Tout simplement, où effectivement, ce sont littéralement des distorsions du monde, de l'esprit, qui nous font raisonner de façon incorrecte, alors que pourtant, parfois, le problème est très simple, ou la logique est très simple. Mm. Un exercice très simple par rapport à ça, il y en a même plusieurs, c'est celui du nénuphar que j'aime beaucoup citer. Toi, si tu le dis, tu dois le connaître, je pense, Quentin, tu es dans un étang, tu as un C'est nénuphar qui système, double un volume. système logique, illogique à Ouais, première vue. Ouais. complètement. Complètement, ouais. Donc, tu es dans un étang, tu vois un nénuphar au milieu de l'étang, qui double de volume chaque jour. Dans 30 jours, il aura complètement recouvert l'étang. Sous combien de temps il aura recouvert uniquement 50%? Naturellement, les gens vont dire 29 jours. Vont dire, pardon, oui, 29 jours, c'est ça. Alors que non, la bonne réponse, c'est 15 jours. Attends, je me suis perdu là. Non, c'est l'inverse. Mais moi, je me perds, toi, je suis fatigué, c'est pour ça. Et justement, on va boucler après. La réponse, c'est 29, c'est pas 15. Sinon, ça marcherait pas. Et justement, effectivement, pour résoudre des problèmes aussi simples que ça peut paraître bête, mais il ne faut pas se fier à son cerveau parfois. Il faut savoir prendre du recul et activer consciemment son système 2, comme on le verra juste après. Et pourquoi c'est intéressant d'en parler quand on n'est pas papreneur? Parce que, comme j'en étais victime à l'instant même, la fatigue joue beaucoup. Parce que plus on va être fatigué, plus on va passer une nuit compliquée, comme ce fut mon cas la nuit dernière, plus effectivement le cerveau voudra économiser davantage d'énergie. Donc plus il va nous pousser davantage à activer le système 1 au détriment du système 2. Ce qui peut nous conduire directement à des erreurs au quotidien qui vont nous faire perdre du temps. En fait, il faut réellement visualiser, après je te laisse la parole Quentin parce que je la monopolise un peu, votre cerveau comme étant une scène où il y a deux artistes. D'une part, il y a le jongleur. Le jongleur, c'est le système 1. Il réfléchit pas à ce qu'il fait. C'est automatique chez lui. C'est très simple. Et à l'inverse, il y a le système 2 qui, lui, est le joueur d'échecs. Qui doit réfléchir à chaque coup. Aux conséquences de ses actions. Aux conséquences également des actions de son adversaire. Sauf que, problème entre guillemets, le cerveau mettra toujours en lumière, en avant, le système 1 qui est la rockstar du spectacle. Le système 2 lui va intervenir uniquement vraiment quand c'est nécessaire. Ou quand vous n'avez pas le choix. Sauf que, on peut apprendre à l'activer plus consciemment avec des bonnes méthodes, avec les bons outils. Et effectivement, en apprenant à l'activer plus consciemment, on saura faire face plus efficacement aux problèmes du quotidien. Et donc, on va éviter de s'empêtrer dans des sujets qui, au final, méritent un tout petit peu de réflexion pour être résolus et non pas des semaines d'erreurs, d'essais et du coup de perte de temps. À toi. J'aime vraiment, tu vois, beaucoup ce bouquin Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman et effectivement Amos Tversky. Donc, je crois qu'il n'est pas co-auteur, mais en fait, ce livre, c'est le résultat des recherches que Amos et Daniel Kahneman ont mené ensemble pendant 20 ans. Et lors de la sortie du livre, Amos Tversky était mort. Mais tu vois, j'aime beaucoup cette idée de dire il y a deux cerveaux. Un qui réfléchit vite, un qui réfléchit lentement. Et ce que j'aime énormément, tu vois, c'est le mettre en parallèle avec une personne qui est bien moins connue que Warren Buffett, mais c'est son acolyte Charlie Munger, son acolyte, et qui a un super bouquin justement sur les modèles mentaux de Charlie Munger. Et en fait, tout rejoint un truc, il se dit qu'il ne se fie jamais à son cerveau. En tout cas, aux premières réponses automatiques qu'il va avoir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va avoir entièrement confiance en son intuition,
mais il va systématiquement la remettre en cause dans un premier temps pour voir si son intuition est bonne ou si c'est juste une connerie de biais cognitif qui est en train de se mettre en place et il ne veut pas tomber dans le panneau. Ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, c'est comment est-ce que je suis vraiment curieux. Comment cette idée t'est venue de partager le système 1 et le système 2 dans le cadre de Papa Preneur? À nouveau, c'est vraiment cette notion de fatigue qui nous impacte au quotidien, parce que de base, on en est victime. Très clairement. Consciemment ou inconsciemment, on en est victime au quotidien. Et c'est encore plus exacerbé quand tu as des enfants qui ne font pas leur nuit. Et sauf que quand on est entrepreneur, en fait, quand on est salarié, faire des erreurs, ça peut arriver. Au final, le salaire tombe constamment à la fin du mois, il n'y a pas de problème. Quand entrepreneur, les conséquences peuvent être beaucoup plus dramatiques. On peut effectivement s'empêtrer dans un projet qui n'est pas du tout le bon parce qu'on se fie uniquement à son système 1 à cause d'un manque de sommeil. Et donc à cause d'un manque de prise de recul. Et effectivement, c'est un écueil dans lequel on peut tomber constamment, s'empêtrer dans un projet ou faire des mauvais choix, avoir des mauvais raisonnements, mal recruter aussi, ça peut arriver, à cause d'un système 1 qui est suractif, à cause d'un manque de sommeil et à cause du fait qu'on n'a pas les bons leviers pour justement le désactiver au profit du système 2, qui lui est plus à même justement de bien nous faire raisonner pour nous aider au quotidien. C'est vraiment sous ce prisme-là de la fatigue, du manque de sommeil, du stress, et j'en passe, et du côté bien évidemment entrepreneurial, qui est au centre du podcast également, que j'ai voulu aborder ce sujet-là, quoi. Et c'est un sujet à nouveau qui est trop peu connu. Et c'est vrai qu'on peut du coup avoir aussi une vision du monde qui est différente quand on maîtrise ce sujet-là. Et ça, c'est super intéressant en fait. Typiquement, j'aime beaucoup prendre cet exemple-là, mais beaucoup de personnes, quand elles font un créneau compliqué, coupent la radio ou baissent la musique. Ah ouais, complètement. Ou également Quand t'es perdu sur une route, tu baisses le volume de la musique, tout ça, pour être concentré. Ou pareil, l'autre élément important, t'es en voiture, t'es conducteur, tu dépasses sur l'autoroute, un dépassement plutôt risqué parce qu'il pleut et j'en passe, les personnes à côté de toi te parlent, d'un coup tu l'ignores complètement. Tu vas pas lui répondre, c'est comme si sa voix était un peu feutrée. Pourquoi ? Parce que ton système 2 prend le dessus, parce que ton joueur d'échecs simplement a besoin de calme pour réfléchir. Et j'aime beaucoup justement avoir cette nouvelle paire de lunettes, on va dire, qui t'offre une vision différente du monde. Tu comprends tes comportements du quotidien sous le prisme neurologique. Et je trouve ça juste passionnant à mon niveau. Donc effectivement, tu as les bénéfices au côté entrepreneurial, le bénéfice aussi de savoir que ça existe, donc de prendre plus facilement du recul par rapport à ses décisions, car quand on connaît quelque chose, on peut réellement s'apercevoir quand il apparaît. Et également cette notion de tu as une paire de lunettes supplémentaires pour voir le monde. Un peu comme si tu voyais la matrice, en quelque sorte. Ouais, je comprends. Moi, je sais que ce bouquin, il m'a vraiment ouvert les yeux. Et comme tu dis, c'est des travaux, et c'est dingue, hein, parce qu'il est quand même prix Nobel d'économie. Daniel Kahneman en 2001 ou 2003, je ne sais plus. Notamment du fait de ses recherches. Et il y a trop peu de personnes qui sont au courant de cette... Alors, aujourd'hui, Daniel Kahneman est pas mort, hein, il a 89 ou 90 ans, je crois, il est assez vieux. Mais il enseigne toujours. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il dit qu'il ne réécrirait pas le livre de la même manière. J'ai vu Moi, je trouve qu'il est très compliqué à aborder comme livre. Ouais, mais en fait, ça parle beaucoup d'heuristique. Déjà, pour beaucoup de personnes, les heuristiques, c'est un concept psychologique qui est issu de la psychologie. Et effectivement, moi, je l'ai lu en anglais la première fois. J'ai mis un temps à le lire. Je me suis dit, il faut absolument que je le rachète quand il sortira en français. Et quand il est sorti en français, ça a permis, même si j'ai l'habitude de lire en anglais, effectivement, on a vraiment besoin de tous ces neurones pour arriver à bien comprendre les concepts qu'il y a derrière. Et tu vois, moi, j'aime bien le transcrire en fait d'une manière extrêmement intuitive et simple à des clients. Pas forcément sur le thème de la pensée, mais en termes de prise de décision. Tu vois, pour pas t'empêtrer en fait dans des projets, comme tu dis, qui te bouffent de l'énergie ou dans lesquels tu n'apportes pas de valeur ou qui sont pas dans le bon timing pour toi. C'est soit c'est un grand oui, soit c'est un grand non. Oui, ok. Et en fait, tu vois, je me rends compte que pour beaucoup d'entrepreneurs, il y a plein de petits oui, il y a très peu de non, et il y a beaucoup de peut-être au milieu sur ce qu'ils font. Pour ne pas perdre des opportunités, pour maximiser, en tout cas la manière dont ils voient les choses, c'est de maximiser leurs chances de réussite. Le truc, c'est que quand tu es focalisé sur plein de petits oui, tu n'as pas vraiment de priorité. T'es pas focalisé, ton attention n'est pas focalisée totalement sur 1, 2 ou maximum 3 priorités. Et quand ton attention n'est pas focalisée sur 1, 2, 3 priorités, ton énergie n'est pas non plus focalisée sur 1, 2, 3 priorités. Et ça, c'est un gros problème. Parce que quand tu vas apporter un maximum de valeur, tu vas avoir de l'impact, que tu veux maximiser tes chances de réussite, il faut que ton énergie elle soit canalisée dans une direction. Et c'est pour ça que j'aime bien raisonner dans cette idée de me dire c'est soit un grand oui, quand on lance un projet, ou quand je m'engage dans un truc, ou quand j'ajoute une ligne stratégique dans mon business plan, dans ma manière d'opérer,
soit c'est un grand nom. Oui, et parfois le grand nom, ça peut être un grand nom pour l'instant. Parce que peut-être je me dis, tiens, ce projet, il est super intéressant, je le trouve hyper stimulant intellectuellement et il y a vraiment un potentiel derrière, mais pas maintenant. Parce qu'aujourd'hui, je sais que mes 3 priorités, c'est ABC, et je sais que je dois m'engager et rester engagé sur ces 3 priorités pour l'instant. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que tu vois, quand je fais cet exercice avec mes clients, d'ailleurs, vous pouvez le faire, c'est un exercice extrêmement simple. C'est prendre une feuille de papier, la séparer en 3 colonnes, une colonne oui, une colonne peut-être, une colonne non. Et dedans, vous répertoriez tout ce que vous avez dans la carafe en ce moment. Tout ce qu'il y a dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, ce à quoi vous avez dit oui, peut-être ou non. Tous les projets qui sont en cours. Et ce qui est intéressant, c'est que dans 90% des cas, quand je le fais avec mes clients, on se rend compte qu'il y a énormément de choses dans oui, énormément de choses dans peut-être, très peu de choses dans non. Et quand, après, moi, tu parles de filtre et de lunettes, j'aime justement apposer ce nouveau filtre et dire, ok, maintenant tu vas changer de filtre, tu vas changer de perspective, et tu vas regarder dans oui, tout ce qui est un vrai oui pour toi. Les quelques trucs dans lesquels tu as envie d'engager 100% de ton énergie. Et tu te rends compte que peut-être des fois, il y a 10, 15 lignes, il y en a 2 qui vont résulter de ça. Dans les peut-être, 90-95% de ce qu'il y a dans les peut-être, en fait, fondamentalement, quand tu dis ok, ferme les yeux, respire, là tout de suite, ce serait un oui ou ce serait un non. C'est automatique, c'est non, ce serait un non. C'est pas quelque chose qui me fait vibrer vraiment, c'est de l'urgent, tu vois. Et souvent, c'est de l'urgence des autres imposée dans son propre agenda. On a déjà parlé de ce concept. C'est le fameux hell yeah américain, quoi. Yes, c'est hell yes ou hell no. Ouais. C'est exactement ça. Et c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que je partage parfaitement tes raisonnements. Et il y a 2 choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. La première, c'est une notion que j'aime beaucoup et qui est très peu exploitée, je trouve, aujourd'hui. La notion de domaine d'évolution. En fait, dans ma méthode d'organisation, notamment dans un de mes programmes qui s'appelle Neuroproductivité, j'aime mettre en évidence des domaines d'évolution. Le domaine pro, le domaine perso, le domaine familial, peu importe ce que tu mets derrière, ça peut être sportif, physique, santé. Et au final, tu as X domaines devant toi. Et sur les 90 prochains jours, tu choisis 3 objectifs parmi ces domaines-là. Ça peut être 3 dans la santé, 2 dans la santé, 1 dans le familial. Ça peut être 1 dans le familial, 1 dans la santé, 1 dans le pro, peu importe, mais juste 3. Effectivement, cette limite de 3 est très intéressante au niveau cognitif parce qu'au final, plus tu auras d'objectifs, plus ton cerveau va agir comme un magicien. Un magicien, comment ça fonctionne? Simplement en détournant ton attention pour faire autre chose. Donc plus tu as l'objectif, plus ton attention sera diluée et donc détournée, et moins tu vas les atteindre. Exactement. Ouais. Donc effectivement, si tu te limites durant 90 jours, pourquoi 90 jours? Parce que c'est une durée assez longue pour voir des résultats, mais assez courte pour switcher s'il y a besoin. Et du coup, pour ne pas faire également les frais du biais cognitif qui s'appelle les coûts irrécupérables, qui fait que plus tu vas t'investir dans un projet, plus tu auras de mal à renoncer à ce projet, même s'il est voie à l'échec. C'est le phénomène de la file d'attente quand tu es en caisse, quand tu fais les courses. Ouais, d'attendre le bus, etc. Et même aussi de façon plus globale, parce qu'on peut croire que ça touche que des personnes normales, mais également des États sont touchés. C'était le cas pour le Concorde, avec l'État français et l'État britannique qui ont injecté beaucoup d'argent dans le projet, qui n'ont pas voulu revenir en arrière, même en sachant pertinemment que le projet ne serait pas rentable. Parce qu'il y a eu tellement d'énergie, d'efforts, de moyens humains, de communication qui ont été déployés que revenir en arrière, c'est malheureusement revenir sur ses croyances. Et le cerveau humain n'aime pas ça. Donc on persévère même si on sait que c'est voie à l'échec. Et l'autre élément aussi important qui sort un peu du contexte papapreneur par rapport à ce que tu as dit, c'est qu'on peut appliquer cette notion de 3 objectifs à la politique. Je m'explique. Souvent les gens votent, c'est un sujet un peu délicat mais peu importe, selon un parti. Sauf qu'on pourrait se dire effectivement à l'inverse, j'ai 3 priorités par rapport au quinquennat qui arrive. C'est tel sujet, ça peut être les retraites, la finance, l'écologie, peu importe. Si un candidat remplit ces 3 domaines-là, je vote pour lui. On enlève le reste, peu importe, ce sont mes priorités. Réellement, si j'ai que 3 priorités politiques pour les années à venir, si moi j'étais président, voilà ce que je mettrais en évidence, en exergue, voilà ce que j'appliquerais. Le reste, peu importe. Mais réellement, je vote sur ça parce que ce sont mes convictions premières. Plutôt que de se diluer dans un programme au final où tout est présent et rien n'est présent au final et où tous les candidats ont le même programme. Sauf que certains, effectivement, mettent l'accent sur des sujets qui peuvent ou non nous intéresser. Voilà, c'est le partage que je voulais faire et j'aime beaucoup raisonner comme ça à mon niveau. Ouais, et c'est hyper intéressant parce que tu vois, on peut le mettre en parallèle avec notre manière intuitive de prendre des décisions. Parce que là, tu es sur effectivement une prise de décision rationnelle. Mais quand on regarde, moi, tu vois, moi j'ai passé 10 ans en banque privée, j'ai travaillé avec pas mal de business angels et je les avais en client. Et quand tu regardes comment se passe une levée de fonds, quand tu discutes avec les business angels derrière, il y a beaucoup de critères pragmatiques sur le produit, l'idée, tout ça. Mais la personne et l'équipe qui est en face,
fondamentalement, c'est ce qui va ancrer le choix de l'investisseur. Parce que l'idée peut être géniale, le potentiel de business peut être génial, mais s'il n'y a pas la bonne équipe en face, si les investisseurs partent du principe qu'elle ne sera pas assez solide, qu'elle sera trop obnubilée par l'idée, qu'elle n'aura pas la capacité, la flexibilité à pivoter, tout ça, en tout cas que celui qui porte le projet et ceux qui sont en dessous de lui sont soudés, ça ne fonctionne pas. Tu as une super interview de, comment il s'appelle, Jean de la Roche-Brochard, où il parle de ça notamment. Où il parle de lui qui est donc c'est le chief investisseur chez Kima Venture, le fonds d'investissement de Xavier Niel. On pourrait l'inviter, Jean de la Roche-Brochard. J'ai fait une table ronde avec lui à l'époque. Et ouais, c'est vrai, il y a un ou 2 ans. Ouais. Il y a précisément, c'était en septembre 2021. Mon fils est né le lendemain. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Je me souviens que tu n'étais pas sûr justement de faire cette interview. Tu me disais putain, c'est une trop bonne opportunité. Il y a Jean de la Roche-Brochard, il y a 2 super speakers, mais je sais même pas si ça m'a couché de la nuit, donc si j'ai pu y aller. Donc oui, effectivement, je contacte Jean à l'occasion pour voir si on pourrait pas l'inviter parce qu'il est papa lui également. Donc. Ouais, ça pourrait être intéressant effectivement. Et tu vois, c'est cool parce que cette interview est intéressante où il parle de ça. Où lui très vite en fait, il va voir les signaux faibles. Ou s'il voit quand le fondateur, le porteur de l'idée du projet balance un truc, il va regarder tout de suite la réaction de l'équipe, voir s'il y a une connivence ou s'il y a une réaction un peu plus viscérale. Et s'il voit ces signaux faibles, il voit de la dissonance entre le comportement de l'équipe et du dirigeant, il se dit « Ah, ça pue ». Et c'est vrai, ça je l'ai entendu de la part de plusieurs business angels avec lesquels, business angels fait le mot à l'américaine et des investisseurs particuliers qui me disaient ça. Quand on ressent qu'il n'y a pas un bon fit avec l'équipe, même si l'idée est géniale, là tout de suite c'est carton jaune. Pas carton rouge forcément, mais c'est carton jaune et c'est un gros point d'investigation, quoi. Non, puis on le dit très souvent en marketing, les gens achètent avec l'émotion et ils justifient leur achat par la raison. Ce qui montre bien que le système 1 prévaut sur le système 2. C'est constamment le cas, effectivement, on post-rationalise. Et c'est pour ça qu'on dit également en copywriting ou en marketing qu'un bon copywriter donne les arguments au mari pour se justifier au niveau de la femme. Mais c'est souvent le cas, de toute façon, avec une voiture, c'est le cas, quoi. C'est pas en fait la voiture a telle fonctionnalité, elle va pas de 0 à 100, vous pourrez doubler facilement sur l'autoroute avec. C'est pas le coffre fait X litres, tu t'en fous de ça, non. À l'inverse, c'est justement, on peut partir en vacances sans se prendre la tête à savoir où caser les valises. L'émotionnel justifie le rationnel. Donc, mais tout ça pour dire effectivement que c'est un élément vraiment important à avoir à l'esprit, qu'est cette notion de système 1 et de système 2. Maintenant, c'est peut-être des leviers, toi, justement, pour parer le système 1, quand il y a besoin justement de prendre du recul et de bien décider. Par rapport à c'est intéressant parce que avant que je sois coach, j'étais consultant auprès de banques privées et je travaillais sur l'intelligence émotionnelle, sur l'excellence comportementale, disons. Et je me suis énormément inspiré justement du bouquin Système 1, Système 2. C'est pour ça qu'il me parle, parce que je l'ai poncé dans tous les sens et j'en parlais à tous mes clients. Et un des meilleurs leviers que Daniel Kahneman partage justement dans son livre et que d'autres psychologues comportementaux partagent, c'est s'il y a bien une compétence qu'on devrait tous développer, c'est cette capacité à s'observer. Cette capacité à se créer ce que j'appelle des sas de décompression, tu vois, s'observer émotionnellement avant un rendez-vous important, que ce soit un rendez-vous de vente, un rendez-vous avec un client, un rendez-vous galant, un rendez-vous avec des amis, savoir dans quel état émotionnel on est. Et après ces rendez-vous, prendre ce temps de quelques minutes de comprendre ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on se sent après, comment est-ce qu'on a été. Parce qu'on a tendance, tu vois, à balayer sous le tapis les choses quand ça se passe mal, et à ne pas les regarder quand ça se passe bien. C'est-à-dire tout s'est passé bien, c'était assez naturel, assez intuitif, donc tout va bien, donc j'ai tout fait naturellement, donc j'ai pas besoin de me poser la question. Et c'est ça, de décompression, cette capacité à s'observer, pour moi, c'est une capacité clé dans la capacité à vivre une vie consciente, une vie intentionnelle, et c'est le meilleur axe de croissance. Parce que quand tu apprends à t'observer pendant que tu es en train de parler, c'est quelque chose qui n'est pas naturel du tout. Quand tu t'apprends à t'observer, en te disant là, je suis sur le point de prendre une décision importante pour moi. Ou même, tu vois, je vais prendre un exemple à la con. Il y a 3 semaines avec Apolline, on est allé acheter un robot aspirateur. Un aérobot là. J'ai pas fait ça. J'étais fatigué, on était dans le jus, le magasin les fermait dans une demi-heure, on était juste sur place, on est passé chez Darty, on s'est dit allez, tu sais quoi, on le prend.
Alors que normalement, je me pose toujours la question de me dire, si c'est une décision spontanée, je me pose toujours la question de me dire, ok, je me laisse 24 heures, 48 heures, et si j'ai toujours cette envie dans 24 à 48 heures, c'est que j'en ai vraiment envie, et j'irai l'acheter. Mais là, tu vois, je ne l'ai pas fait. Donc j'ai acheté ce foutu robot, qui était absolument pas celui qu'on voulait, simplement parce qu'il y avait une promotion, parce que j'étais fatigué, parce que machin, on l'a ramené à la maison, on l'a mis en marche, je me suis dit c'est de la merde, et je l'ai ramené le lendemain, et ça m'a fait perdre un temps de fou. Cette capacité, tu vois, à s'observer dans la vie au quotidien, pour moi, c'est le meilleur levier qu'on puisse développer pour justement comprendre l'impact du système 1, du système 2. Soit tu es intuitif, soit tu es réfléchi. Et l'intuition est une très bonne chose, la rationalisation est une très bonne chose. La rationalisation, notre lobe préfrontal, le cortex préfrontal, c'est ce qui nous différencie des espèces animales, au final, aujourd'hui. Cette capacité à prendre du recul sur nous-mêmes. Et tu vois, j'aime bien parler de cette citation de William James, qui est le père fondateur de l'école de psychologie américaine, qui est aussi philosophe, et qui disait, grosso modo, c'est pas les mots exacts, mais ce qui est incroyable en fait avec l'espèce humaine, c'est que nous sommes la seule espèce animale à disposer de ce pouvoir lié à notre lobe préfrontal, de nous stopper dans nos comportements, de prendre du recul par rapport à nos comportements, et que malgré ça, 99,9% de la population n'utilise pas ce super pouvoir. Ce qui finalement fait de nous une espèce peut-être encore pire que les animaux en général. Parce qu'on a un super pouvoir qu'on n'utilise pas. Et ce super pouvoir, c'est celui de prendre du recul sur nous-mêmes, de prendre du recul sur nos comportements automatiques. Il y a deux choses, effectivement, c'est très intéressant ce que tu partages. Et première chose, la méta-analyse, c'est un comportement effectivement qui est essentiel. Donc l'art de s'analyser. Après, je pondérerais avec le fait que de trop s'analyser quand on fait une action peut perturber l'action. Moi, ça a été le cas pendant très longtemps quand je tournais mes podcasts où je me méta-analysais constamment en fait. Où constamment, je faisais attention à ma voix, à ma hauteur de voix, à mes silences, à l'articulation, à la façon d'exprimer certains mots, à la façon de diminuer certains mots et j'en passe. Et donc au final, j'étais très mauvais pour tourner parce que constamment, j'étais plus dans la critique que dans l'action. Donc effectivement, s'analyser c'est intéressant, mais quand on est dans l'inaction, je trouve. T'en penses quoi ? C'est pour ça que je parle de se préparer avant les entretiens et des sas de décompression. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que plus tu vas prendre ce réflexe dans les temps morts, plus ça va devenir quelque chose d'intuitif dans les temps d'action. Ça veut dire que plus tu fais attention, tu vois, c'est le système d'activation réticulaire, plus tu portes attention sur quelque chose que tu veux changer, plus les spotlights de ton cerveau vont se focaliser dessus. Et si tu dis par exemple, j'ai plus envie d'utiliser ce mot en discussion avec quelqu'un, mécaniquement, même quand tu es dans l'action et que tu vas commencer à l'utiliser, ça va cliquer. Et là, tu commences à te regarder en te disant, oh, je m'étais dit que j'utilisais plus ce mot. Par quoi est-ce que je peux le remplacer ? Ça ne veut pas dire que tu rentres dans une phase d'analyse alors que tu es en action, mais le fait de prendre ce système effectivement de méta-analyse avant et après dans les temps passifs, habitue ton cerveau à prendre ce recul sur toi-même et à t'observer indirectement. Je ne sais pas si je suis clair, si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu dis, effectivement. En fait, tu ancres des modèles mentaux, effectivement, et dès que ça arrive, ça trigger. En fait, tu mets en place un état de science, comme pour les voitures. Et tu vois ce que tu dis, en fait, ça me fait penser à autre chose. C'est hyper intéressant parce que je pense que pour moi, c'est le principal écueil que les personnes rencontrent dans le développement personnel. C'est que quand on part dans cette idée du développement personnel, on a tendance à trop s'analyser, à rentrer dans une critique ultra violente. Moi, je me souviens que je lisais un livre, je me disais waouh, cette nana elle a tout compris sur le sujet. Je lisais un autre livre qui était sur un sujet totalement différent, je me disais waouh, mais ce mec il a tout compris sur le sujet. Puis je lisais un autre livre sur un sujet différent, waouh, mais cette nana elle a tout compris sur le sujet différent. Et en fait, plutôt que de combler les lacunes que je pense combler en lisant le livre, je creuse l'écart. Tu vois, et ça pour moi c'est un écueil du développement personnel. C'est quand il y a beaucoup de personnes qui font du développement personnel quelque chose de beaucoup trop personnel, à tout le temps s'analyser, tout le temps se regarder, tout le temps voir ce qu'ils font mal ou ce qu'ils font pas assez bien, à quel point ils sont pas assez dans la vie en général. Alors qu'au final, le développement personnel, ça devrait être, je lis un truc, je mets en action, et à tête reposée, toutes les semaines, tous les mois, tous les 90 jours, je fais un point sur est-ce que ça m'a apporté quelque chose, est-ce que j'ai évolué, est-ce que c'est quelque chose de viable pour moi ou pas, est-ce que ça fonctionne pour moi ou pas. C'est ce qu'on vous incite d'ailleurs à faire avec Jérémy systématiquement après les podcasts, c'est de tester, pas nous croire sur parole, mais tester. Mais le développement personnel aujourd'hui, il induit une trop grosse analyse de soi, c'est quelque chose de très égoïste, alors que moi je pense que
c'est une conviction personnelle, quand on travaille sur soi, implicitement, qu'on le veuille ou non, c'est parce qu'on a envie de mieux évoluer avec les autres. On a envie d'avoir de meilleures relations, on a envie d'être plus épanoui pour impacter positivement les autres, son entourage, sa famille, ses amis, tout ça. Et il ne faut pas en faire quelque chose de trop analytique, de trop personnel. C'est le principal écueil pour moi du développement personnel. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, mais je dirais effectivement impacter les autres, mais pour se glorifier soi-même. Parce que le cerveau humain est profondément égoïste. Chaque action qu'il faut au quotidien n'est pas pour l'autre, elle est pour toi. Même si elle aide les autres, elle est pour toi. C'est pour assurer ta place dans la tribu, donc de la famille, ou ta supériorité quand tu amènes plus de salaire que ta femme ou ton compagnon, ou également pour satisfaire ton besoin de possession par la dopamine. Bref, constamment, c'est ramené à soi. Mais effectivement, l'impact est sur les autres, mais au final, intrinsèquement, le cerveau voit le bénéfice sur lui-même. Donc effectivement, je te rejoins par contre cette notion. Moi aussi, je passais par là de voir l'objet brillant constamment ailleurs, tu vois. Tu lis un livre, c'est merveilleux, j'applique, notamment par rapport à la productivité, j'ai été victime de ça durant des années. Tu lis un deuxième livre, oh putain, mais non, finalement, c'est ça qu'il faut, l'autre, ça marche pas. Tu sautes de modèle, et à force de t'analyser et de ne pas passer à l'action, comme tu l'as dit réellement, et d'éprouver les systèmes durant X jours, en fait, ça sert à rien. Et l'élément sur lequel je voulais rebondir aussi, c'est cette notion de. Quand tu as comparé l'être humain à l'animal par rapport au préfrontal, et cette notion de, en fait, je continue mes comportements parfois négatifs, ça peut porter à un nom. Le nom à nouveau d'un biais cognitif, du coup, qui est propre au système 1, comme on l'a évoqué précédemment, sort le What the Hell Effect. Qui fait, par exemple, quand on mange un cookie, le cerveau humain ne sait pas faire la différence entre un cookie et 10 cookies. En fait, dès lors qu'on va commencer un comportement négatif, tu te dis pas, en fait, non, si je continue, ça va s'aggraver. Tu dis, c'est déjà perdu. Donc, je vais continuer. Ouais. En fait, peu importe que je fasse je bouffe tout le sneakers, 100, ouais, c'est ça. Que je fasse 1 ou que je fasse 100, c'est pareil. Que je craque sur un carreau de chocolat, ou que je m'étais promis de pas le faire, ou que je mange la tablette, pour le cerveau, c'est pareil. Pour le corps, c'est pas la même. Mais pour le cerveau, c'est pareil. Je voulais juste te préciser ce biais cognitif-là qui est très peu connu également. Et j'aime les préciser parce que quand on connaît les éléments, quand on met des mots dessus, des noms dessus, on peut s'y approprier et donc améliorer les choses. Puis c'est intéressant que tu le partages maintenant parce qu'on arrive à Pâques. En plus, oui, il va y avoir les chocolats et compagnie, donc retenez bien ce biais cognitif du what the hell. Complètement, j'ai mon petit-fils qui commence à choper des chocolats en escaladant les meubles maintenant. Ouais, heureusement, c'est minimum 75% parce que sinon, ça serait compliqué. Sinon, c'est que du sucre. J'ai pas encore essayé du filer à 100% pour voir, faut que j'essaye à l'occasion. Autant le grand il aime bien le 100%, mais le petit. C'est violent le 100%. Hein. C'est tellement bon. Le 100% Pérou, c'est le meilleur. Alors je sais pas, moi je l'avais acheté chez un chocolatier à Lille, un 100% cacao, c'est immangeable. Non, pourtant moi je mange que du chocolat noir. Mais je t'enverrai la marque que je prends qui est très bonne, tu es en magasin bio, j'ai plus le nom, mais 100% Pérou. Alors justement, moi la chocolatière m'avait dit attention, du 100% d'une marque, c'est pas du 100% de chocolatier. Et moi je l'avais pris dans une chocolaterie chez Bessan à Lille, je me souviens, qui est sur la Grande Place. Et j'avais déjà goûté du 95% et compagnie. Je dis, ouais, moi j'aime bien quand c'est fort, quand c'est corsé. Le 100% de chocolat pâtissier, c'est immangeable. En fait, il n'y a pas de beurre, de cacao dedans. Donc c'est extrêmement amer, c'est extrêmement sec, c'est extrêmement âpre, ça colle à la bouche. Elle me dit, en fait, le but c'est de l'acheter pour le diluer avec autre chose, pour faire des recettes. C'est astringent, en fait. Ça rend la bouche pâteuse. Très violent, c'est ça, ouais. Complètement. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Joyeuse Pâques à tous. Joyeuse Pâques. Je sais pas quand sort l'épisode. Si, il sort lundi, donc si, c'est bon, Joyeuse Pâques. C'est parfait. Pour le lundi de Pâques. On est en plein dedans. Allez, à plus Quentin. À plus.